Salut Charlie, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter du market making. Tu es CEO chez Wharton, donc une entreprise qui fait du market making, du teneur de marché. On va discuter de tout ça, on va voir un peu ce que ça veut dire. Vous êtes les grands méchants de cet écosystème. Souvent on dit c'est la main des market makers qui fait le prix, on va voir si c'est vrai. On va discuter aussi de la DeFi, parce que la DeFi a un peu changé la manière dont on échange de la valeur. Aujourd'hui, sur les plateformes traditionnelles, c'est des carnets d'ordre, des gens qui veulent vendre, qui veulent acheter, et c'est justement votre rôle de donner de la liquidité à ces gens-là. Et puis sur la DeFi, c'est des formules mathématiques, c'est un peu différent. On discutera de l'évolution de ce métier. Merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre sur cet épisode. Je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis on verra ensuite si vous êtes vraiment les méchants de cet écosystème avec tes collègues market makers. Je m'appelle Charlie, je suis cofondateur et président de Wharton, qui est une société de market making ou tenue de marché en français, basée à Paris, créée en fin 2017. Donc j'ai un background financier. J'ai fait du trading pendant 2 ans et ensuite du capital risque et je me suis lancé dans les cryptos à temps plein en 2017 du coup, lorsque j'ai lancé Wharton. Ok. Quand on t'a dit market making, c'est vrai que quand on parle de market maker, tout ça, on a l'impression que c'est des grands méchants qui font les prix, on comprend pas trop ce qu'ils font, mais on entend toujours c'est les market makers, c'est les market makers. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste et est-ce que vous êtes vraiment des grands méchants finalement? Le market making, je le dis tout le temps en français aussi parce que parfois il y a des personnes qui ont ce terme-là en tête, qui est donc teneur de marché. C'est un métier qui est vieux comme la finance. Ça existe sur toutes les classes d'actifs, ça existe sur les actions, les obligations, sur le forex également sur les cryptos. Ça consiste à être présent constamment à l'achat et à la vente sur le marché directement en postant des ordres et en absorbant la liquidité. Là, on parle de Bitcoin, par exemple, des acheteurs et des vendeurs de Bitcoin. Donc, je sais pas trop d'où vient cette tendance à présenter les market makers comme des méchants, comme des acteurs néfastes. En réalité, sans les market makers, la liquidité de n'importe quel marché, elle serait beaucoup plus disparate et beaucoup plus saccadée, puisqu'il n'y aurait pas constamment des gens pour montrer des prix à l'achat et à la vente. Il faut pas penser que quand on achète un Bitcoin sur Coinbase, il y a à l'instant T exactement à chaque fois un vendeur qui veut exactement l'opposé de ce que vous êtes en train de faire. En réalité, il y a des market makers qui sont là pour absorber ce besoin que vous avez et ensuite le faire matcher avec quelqu'un d'autre qui voudra vendre peut-être 10 minutes plus tard, peut-être 1 heure plus tard. Donc, c'est réellement le service qui est rendu par un market maker, c'est de constamment montrer les prix à l'achat et à la vente. Et c'est important ça, c'est important quand on est un petit utilisateur, c'est important quand on est une grosse société, de savoir que constamment, il y aura quelqu'un pour vous montrer un prix d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est ça qui assure effectivement enfin, c'est ça qui fait que Binance, Coinbase et les autres sont des grandes plateformes parce qu'il y a des acteurs comme vous. Wharton, justement, on voit le beau W derrière toi. Quelles sont les entreprises, si tu peux nous dire, avec lesquelles vous travaillez? Parce qu'effectivement, on se connecte pas à Wharton pour trader, mais peut-être qu'en fait, à travers les plateformes qu'on utilise, on utilise vos services. En réalité, c'est intéressant que tu le présentes de cette manière. C'est vrai que nos premiers partenaires, ce sont les plateformes. Tout à l'heure, je disais que le market making, ça existe sur toutes les classes d'actifs. Si tu es market maker action, tes plus gros partenaires, ça va être Euronext, le New York Stock Exchange, la bourse de Hong Kong. Et donc, il va y en avoir 4-5 comme ça où tu vas être connecté et tu vas faire du market making sur les plus grosses actions, ce qu'on appelle les blue chips, sur ces bourses-là. En crypto, il y a un petit peu plus de plateformes que sur les marchés classiques. Mais du coup, nos premiers partenaires, ce sont ces plateformes. Donc, on se connecte à un maximum de plateformes et sur ces plateformes-là, on déploie nos algorithmes pour constamment que leur carnet d'ordre soit rempli avec des bids et des asks, comme on les appelle, donc avec des ordres d'achat et de vente pour la communauté de ces plateformes, pour les clients de ces plateformes. Mais en réalité, une fois que tu fais ce métier, concrètement, là, si tu prends un peu de recul sur ce que je viens de dire, tu comprends que constamment, on monte des prix à l'achat et à la vente. Et donc, en réalité, on peut venir directement à nous
une société qui veut acheter, elle veut acheter 10 bitcoins. Elle se dit, bon, bah, au lieu d'aller sur Coinbase, qui est une plateforme qui a été construite pour des particuliers, bah, je peux me connecter à une société comme Wharton et aller regarder bah, quel est leur prix d'achat et quel est leur prix de vente à un instant T. Et donc, nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on donne accès également à ces prix en direct à des sociétés. Donc, nos premiers partenaires, c'est évidemment les plateformes d'échange, les exchanges, comme on dit. Et puis, par ailleurs, on a environ 500 sociétés qui sont connectées en direct à nos API ou même de manière non automatisée pour nous demander des prix à l'achat et à la vente. Et là, la typologie de ces boîtes-là, c'est des fonds crypto, des fondations crypto qui ont des gros portefeuilles à gérer et qui vont se connecter à nous pour leurs besoins en trésorerie. Ça va être des family office, des banques privées et beaucoup de brokers aussi. Il y a plein de brokers dans le milieu des cryptos, que ce soit des brokers pour particuliers ou des brokers pour sociétés. Bah, c'est pareil, en fait. Ces brokers-là, ils doivent aller sourcer la liquidité quelque part. Ils vont pas forcément aller la sourcer sur Kraken ou sur Coinbase. Ils peuvent aussi avoir des intérêts à se connecter à des market makers parce qu'ils vont avoir des facilités de crédit, ils vont avoir des prix plus compétitifs, des connectivités plus adaptées, etc. Ça peut être un oracle alors de toutes ces entités-là. Et du coup, comment on fait pour trouver le juste prix? C'est quoi un juste prix dans les cryptos? Prenons Bitcoin parce qu'il y en a tellement. Comment vous trouvez le juste prix? On parle des fois des spreads, donc la différence entre un vendeur et un acheteur. Je suppose que votre job, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus faible possible, ce spread-là. Comment vous faites? Et du coup, qu'est-ce que le juste prix? En fait, tout à l'heure, quand j'ai défini le market making, toi, tu appelles ça le juste prix, c'est un beau terme pour le dire. En market making, on appelle ça le mid. Donc, on définit un mid. Donc, à l'instant T, on va dire que nous, notre mid, notre définition du juste prix, comme tu le dis, ça va être, aujourd'hui, c'était pas très haut, malheureusement, mais ça va être, je sais pas, 32 000 $. Et donc, du coup, si on se dit qu'à un instant T, le mid, c'est 32 000 $, bah, on va poster nos ordres d'achat juste en dessous et nos ordres de vente juste au-dessus. Et donc, notre business model, ça va être de capter l'écart entre nos ordres d'achat et nos ordres de vente autour du mid. Maintenant, comment tu définis le mid? Je pense qu'il y a autant de mid qu'il y a de market maker. Parce que ton mid, il va dépendre de toutes les informations que tu auras rentrées j'allais dire dans ton algo, mais même sans parler d'algo, juste toutes les informations que tu prends pour arriver à ton prix. Donc, la manière la plus simple de le faire, si on se met au niveau zéro, si toi, si tous les deux, on se donnait le challenge de donner le juste prix ou notre mid à chacun, on irait sur toutes les plateformes et on ferait plus ou moins une moyenne de toutes les plateformes, peut-être en fonction des volumes, peut-être en fonction des accès à ces plateformes, en fonction des frais, etc. On arriverait à une espèce de moyenne de tous les prix sur le marché et on aurait notre mid. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué parce que peut-être que entre toi et moi, il y en a un qui va avoir une information que l'autre n'a pas. Toi, ou plutôt une conviction plus qu'une information. Tu vas avoir la conviction que parce que demain il y a Grayscale qui rend tous les bitcoins à ses porteurs, bah tu penses que finalement t'as pas trop envie d'être agressif sur la définition de ton prix, et donc peut-être que tu vas définir le même mid, mais tes ordres autour du mid vont pas être exactement les mêmes. Et donc finalement, bah, c'est comme ça que tu peux, pour plein de raisons. Là, j'ai donné un exemple qui est pas forcément le plus smart, mais pour plein de raisons, on peut avoir de toi à moi un mid qui est différent. Donc, le mid, c'est quelque chose qui est propre au market maker. Le juste prix, comme tu l'as dit, ce serait finalement, oui, peut-être une moyenne de tout ce qui peut se passer à un instant T sur tous les marchés pour arriver à un prix. Sur les cryptos, c'est compliqué parce que des plateformes, il y en a des dizaines, voire des centaines, et ça rend le travail du market maker très différent. Allez, peut-être pas très différent, mais différent des marchés plus classiques. Parce que effectivement, c'est l'acheteur et le vendeur qui, là, on parle effectivement, on est deux, donc peut-être qu'on va facilement l'un aller vers l'autre. Quand il y en a des centaines, des milliers, des millions, c'est plus compliqué effectivement d'aller vers ce mid plus facilement. Et là, c'est marrant parce que tu parlais de plusieurs market makers, tu parlais aussi de plusieurs plateformes et de plusieurs prix. Ça me fait un peu penser au fameux Kimchi Premium, qui était le prix du Bitcoin totalement décorrélé en Corée il y a quelques temps. Là, ça veut dire que parce que l'écosystème est un peu plus fermé là-bas et qu'ils ne pouvaient pas se connecter à d'autres plateformes, les market makers pouvaient potentiellement, eux, acheter beaucoup moins cher ailleurs et revendre plus cher sur leur plateforme. C'est ça, en fait, là, on appelle ça, enfin, c'est une opportunité d'arbitrage. Dans des marchés efficients, les opportunités d'arbitrage, théoriquement, on dit qu'elles n'existent pas, et puis en pratique, en fait, elles existent pendant quelques fractions de secondes.
En théorie, elles n'existent pas parce que les marchés étant efficients, elles ne peuvent pas exister. Et puis en pratique, il peut y avoir des exemples comme ce dont tu viens de parler, qui font que pendant un temps, il y a un arbitrage qui fait que le Bitcoin cote moins cher ou plus cher à un endroit ou à un autre. Tu as parlé de la Corée, il y avait eu ça aussi à un moment donné dans certaines régions en Afrique, parce qu'en fait, il n'y avait pas de plateforme, c'était sur local Bitcoin, tu allais acheter ton Bitcoin 10 fois le prix, parce qu'en fait, il n'y avait aucun vendeur. Sur la Corée, c'était différent, c'était plus à cause des infrastructures bancaires. Et là, on voit bien que le marché il est hyper fragmenté. En fait, il y a tellement de plateformes que ne serait-ce qu'une banque qui est moins agile qu'une autre ou un accès à une monnaie locale qui est plus compliqué qu'une autre, que tout de suite, on a ce qu'on appelle des premiums qui sont très conséquents. Et c'est vrai que ça se voit que sur les cryptos. Le marché coréen était totalement fermé. On pouvait pas aller prendre l'opportunité, en fait. Il fallait avoir des comptes locaux, des sociétés locales. Il fallait être coréen. Et donc, ce premium, il est resté pendant un bout de temps. Maintenant, ils se sont un peu plus ouverts. Donc, ce premium a disparu. Il y a des gens qui ont dû le prendre pendant quelques heures et puis, hop, ça s'est évaporé. En général, les market makers sont ceux qui vont faire que les marchés sont efficients et qu'il y a un minimum d'opportunités d'arbitrage. En pratique, dans les cryptos, c'est pas totalement comme ça. Pour les raisons qu'on vient de donner, il y a tellement de plateformes et tellement de régulations différentes à un endroit à un autre que ça crée des opportunités d'arbitrage. Et alors, comment vous faites du coup pour assurer cette liquidité? Est-ce que c'est vous qui avez les bitcoins ou est-ce que vous donnez les informations les plus pertinentes aux plateformes qui les possèdent et qui du coup les dispatchent sur les ordres? Non, ce qu'on fait, c'est du vrai trading dans le sens où on gère vraiment un book, on gère vraiment un inventaire qu'on déploie sur les plateformes avec pour objectif d'absorber un maximum du volume. Mais donc, on a vraiment, c'est la différence entre un market maker et un broker. On a vraiment un inventaire qui parfois peut être à risque. Si jamais, je sais pas, j'ai vendu tous mes bitcoins, il faut que je revienne à l'équilibre sur cet inventaire, que j'aille les racheter. Ce qui n'est pas le cas d'un broker qui va tout de suite, il va jamais traiter s'il ne sait pas où est-ce qu'il va revendre le bitcoin qu'il est en train de vous acheter. Donc non, c'est vraiment les plateformes finalement. Je suis un client lambda pour elles, c'est-à-dire que j'arrive, je fais un compte Wharton et je déploie mes algorithmes sur les plateformes et elles me donnent des connectivités, elles me donnent parfois même, on peut négocier des frais différents parce qu'on va absorber tant de volume. Donc pour ces raisons-là, juste pour des raisons de taille. Quand tu vois les schedule fees des exchanges, quand tu fais plus de volume, tu payes moins cher, etc. Mais c'est tout. Finalement, pour une plateforme, on est entre guillemets un client lambda. Donc, c'est un market maker. En général, il se finance par la dette. Donc, il emprunte son inventaire. Donc, si jamais il veut faire du market making sur Bitcoin euro, il va emprunter des Bitcoins, il va emprunter des euros et il va déployer ses Bitcoins et ses euros sur les plateformes. Et donc là, nous, notre enjeu, c'est de savoir sur quelle plateforme on a envie d'aller déployer plutôt qu'une autre. Et il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on décide d'aller sur une plateforme plutôt qu'une autre. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications justement sur ces choix-là? Bien sûr. Tu vois, la première, ça va être le volume. Si jamais une plateforme a 100 000 euros de volume par jour, nous, on sait que sur du volume, on arrive à capter une partie du spread. On fait des simulations assez basiques. On s'est dit qu'on va réussir à capter peut-être 10% du volume, fois 100 000 euros, fois le petit spread qu'on va réussir à capter. On va valoriser du coup cette plateforme un petit peu comme ça, et on va tout simplement se poser la question de si ça vaut le coup d'aller déployer. Et en général, avec les chiffres que je viens de donner, pas vraiment, parce qu'il y a un coût d'emprunt à l'inventaire. Je disais tout à l'heure, on se finance par la dette. On va mettre en face de ce coût d'emprunt la simulation de la valorisation de la plateforme. Si la valorisation de la plateforme est conséquente par rapport au coût d'emprunt, on déploie. Si c'est pas le cas, on déploie pas. Et ensuite, sur le marché des cryptos, c'est vrai qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de compétition entre les exchanges et qu'ils veulent tous avoir la meilleure liquidité, certains sponsorisent la liquidité. Donc, ils vont incentiver les market makers à aller déployer sur leur plateforme. Ils vont proposer des programmes de rémunération pour les market makers. Ils vont proposer parfois des sortes de challenges. Si vous arrivez à capter tant de volume et que vous respectez telle caractéristique, vous serez rémunéré, etc., etc. Donc, c'est des partenariats commerciaux qui sont entre des utilisateurs. Finalement, encore une fois, on est un utilisateur comme un autre, et les plateformes pour nous inciter à mettre plein de volume, à mettre des tout petits spreads, à être présent 24 heures sur 24, etc., etc.
Vous êtes combien du coup à travailler à Wharton sur ce sujet-là? Sur ces sujets-là, bah, écoute, on a été l'année dernière, on était moins de 10. Au 1er septembre, on sera 35. Bah, on a déployé sur beaucoup de plateformes, comme tu peux l'imaginer. Non, mais en fait, en expliquant un petit peu nos enjeux, je pense que tu peux deviner les différents challenges qui se dressent devant nous. Le premier, comme je disais, bah, il faut se financer. Il faut avoir une gestion de son inventaire qui est optimale, être sûr que bah, on paye pas trop cher son inventaire, qu'on l'utilise à bon escient, qu'on n'a pas 10 bitcoins qui dorment, qui servent à rien. Ça, ce serait problématique. Donc, il faut bien gérer son inventaire. Ensuite, il y a une partie vraiment technique. Les plateformes d'échange, encore une fois, c'est pas Euronext ni New York Stock Exchange. Elles ont toutes leurs particularités, elles sont pas standardisées, elles ont toutes leurs règles, toutes leurs features différentes, etc. Et donc, tu as une infrastructure à construire qui est assez difficile. Il y a un gros challenge tech là-dessus. Bah, sur les 35 personnes dont je parle, il y a beaucoup de développeurs. Et puis ensuite, il y a l'enjeu de l'algo, tout simplement. Est-ce que mon algo il est rentable? Est-ce que quand je le déploie, est-ce que quand je poste mes ordres d'achat et de vente, bah, j'arrive à faire du profit et un profit qui est justifié par rapport à mon coût d'emprunt? Donc voilà, pour tous ces challenges-là, dans le développement de la boîte, il a fallu pas mal recruter. Et aujourd'hui, on est plutôt content du résultat. Ça se passe bien. Bah, félicitations, ouais, c'est vrai que grosse poussée. Et est-ce que tu as en tête justement le volume que vous traitez peut-être quotidiennement ou de manière hebdo? Alors, on ne peut pas partager enfin, on peut pas. On décide de ne pas partager exactement nos volumes pour des raisons de confidentialité et parce que c'est une information qui pourrait être critique pour nous si jamais nos concurrents les connaissaient, etc. Ce qu'on peut partager, c'est les volumes qu'on fait avec nos contreparties. Donc, c'est-à-dire sur la partie OTC, de gré à gré, avec les sociétés qui sont connectées à nous. Aujourd'hui, on traite entre 1 milliard et 1,5 milliard par mois avec ces sociétés. Par contre, sur ce qui est des volumes sur les plateformes, pour te donner un ordre de grandeur, oui, ça peut être entre 5 à 10 fois plus conséquent que le volume qu'on traite en direct auprès de ces contreparties. Ok. Et justement, ce terme OTC, il est très intéressant parce que c'est clairement une autre partie de votre taf, mais en même temps, c'est toujours dans la même énergie. Et c'est ce qui a justement un peu capté l'attention ces derniers mois dans la crypto parce que Apple, peut-être, c'était OTC, Tesla, c'était OTC. Enfin, ces termes-là, ça a vraiment beaucoup intéressé les gens ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire, s'il te plaît, OTC et nous dire en fait quel est l'intérêt de passer par ce système-là pour des sociétés qui veulent acheter des montants un peu plus importants? Alors, OTC, c'est encore une fois, c'est un terme vieux comme la finance, c'est-à-dire over the counter. Donc en français, on dit de gré à gré. Ça veut dire tout simplement que ce sont deux sociétés qui contractualisent l'une et l'autre en dehors des marchés, donc pas sur une plateforme. Donc c'est des volumes qui se voient pas sur les rapports de plateforme, etc. Puisqu'encore une fois, c'est vraiment de gré à gré entre deux sociétés qui contractualisent et qui vont donc s'acheter et se vendre des bitcoins ou des cryptos respectivement. C'est vrai que surtout sur le marché des cryptos, qui est un marché qui a commencé avec les particuliers, avec des petits porteurs. Et quand il a commencé à se professionnaliser, finalement, toutes les plateformes, elles avaient été construites pour les particuliers. Et quand on est une société, on n'a pas les mêmes besoins que lorsqu'on est un particulier. Et un desk OTC, ça répond pas mal à ces besoins. Je vais t'en donner deux, trois. Le premier, c'est l'optimisation de la trésorerie. En fait, aujourd'hui, si tu es une société et que tu veux acheter, je sais pas, tu fais des millions d'euros équivalent de volume en crypto, que tu veux justement traiter au juste prix, comme tu disais tout à l'heure, si tu veux vraiment traiter au juste prix, tu dois te connecter partout. Et donc, pour te connecter partout, tu dois mettre des fonds partout. Et tu peux pas, quand tu es une société, te dire, OK, je vais aller laisser dormir 1 million d'euros sur Binance, puis 1 million d'euros sur Coinbase, puis 1 million d'euros. C'est pas quelque chose qui est envisageable. C'est pas leur métier de faire ça, tout simplement. Donc, ils ont besoin de contreparties éligibles, visibles, qui vont leur donner des lignes de crédit et qui vont leur dire, voilà, chez moi, tu as telle ligne de crédit à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux l'utiliser pour acheter des cryptos selon tes besoins. Ça, c'est le premier avantage, optimisation de la trésorerie et gestion du risque de contrepartie. Le deuxième avantage, c'est sur l'exécution.
Pareil, ces sociétés-là, elles n'ont pas forcément vocation à savoir gérer un carnet d'ordre, des profondeurs de marché, du slippage, donc la différence de prix entre un petit volume et un gros volume. Elles ont plutôt envie qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce risque, enfin, qui absorbe ce risque d'exécution et elles, juste connaître le prix auquel elles peuvent acheter et vendre. Donc pareil, aujourd'hui, une société, si elle se connecte à un desk OTC, nous ou d'autres, elle va avoir ce qu'on appelle un risk price, un prix ferme sur lequel elles peuvent traiter. À combien on peut acheter 10 bitcoins? 32 000. Elles le savent, elles n'ont pas à gérer l'exécution qui va suivre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Quand tu es Apple, tu n'as jamais eu à gérer ça sur les actions, tu n'as jamais eu à gérer ça sur les obligations. Le CFO d'Apple et toutes ses équipes, jamais elles ont dû créer des algos pour aller acheter des actions de je ne sais quelle société. Elles vont voir les tables d'exécution ou des market makers des actions qu'elles achètent. Elles demandent un prix, on leur donne un prix, elles sont exécutées. Donc, pour ces deux grosses raisons déjà, l'exécution et la gestion du risque de contrepartie / coût de funding, les desks OTC sont de très bonnes réponses pour les sociétés. Ok. Et justement, là, ça fait le spread, effectivement, ça fait aussi penser à la volatilité du marché crypto qui est particulier. Il y a quelques semaines, enfin, il y a maintenant 2 bons mois, on a eu cette grosse journée de moins 20, moins 30. Deux questions avec ça. Comment le desk, justement, que vous avez, le gère, cette volatilité? Et une question peut-être plus personnelle, comment on entreprend dans cet écosystème qui est vachement dépendant du prix d'un actif comme Bitcoin? Est-ce que quand c'est très haut, il y a beaucoup de demandes et plus bas à l'inverse, ou est-ce que ça stagne et du coup, c'est assez facile de se projeter pour évoluer justement? Ben, si j'ai été clair et que tu as bien écouté, tu as compris que finalement, un market maker, il va tout le temps à l'encontre du marché. C'est-à-dire que il se connecte, donc il est connecté à Binance, par exemple, le prix baisse, donc tout le monde est en train de vendre, et le métier du market maker, c'est d'absorber ce marché. Donc le market maker, concrètement, il fait qu'acheter. Il fait qu'acheter au moment où tout le monde vend. Et ça, c'est à la fois difficile à gérer, et ça représente tout le risque, et c'est finalement l'illustration de pourquoi les market makers servent à quelque chose. Mais bon, c'est là qu'est le vrai challenge. Et sur les cryptos, bah, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de pics de vol, des moments où le marché est unidirectionnel, et les teneurs de marché, les market makers, bah, doivent absorber et gérer ce risque pour le marché finalement. Donc ça, c'est des journées qui sont assez sportives chez nous, assez excitantes aussi. Enfin, c'est pour ça qu'on existe, et finalement, bah, si t'es bon, c'est des super journées, et si t'es pas bon, c'est des journées catastrophes. Si tu regardes sur le dernier pic dont tu parlais, il y a beaucoup de desks de dérivés options qui ont disparu, qui ont mal géré ces risques de volatilité. Il y a eu des liquidations en échelle, et il y a pas mal de desks qui ont fermé boutique. Des petits desks, hein, mais quand même, c'est assez significatif. Donc, c'est des journées qui sont assez, ouais, c'est nos plus grosses journées, celles sur lesquelles on fait le plus de volume, celles sur lesquelles, bah, voilà, oui, on fait le plus de trades en termes de fréquence de trade, etc., etc. Et pour répondre à ta deuxième question, qui était bah, comment on entreprend dans un marché qui peut à la fois tant monter, nous, on n'est pas directement exposé au prix, c'est-à-dire que demain, Bitcoin vaut 200 000 $ ou il vaut 2 000 $. On fait le même métier, on essaye d'absorber le même nombre de trades et le même type de flux. Alors, il y aura peut-être moins de volume, mais c'est pas directement lié au prix. C'est plutôt lié à la frénésie que ça va engendrer, mais directement sur le prix, finalement, on n'a pas d'exposition particulière. D'ailleurs, on était là quand Bitcoin valait 2 000 $, et on captait du flux, et on développait la boîte, etc. Et finalement, je me dis oui, on était peut-être plus petit, mais c'était pas à cause du prix, c'est parce qu'il y avait moins de flux, moins d'intérêt, moins de fonds qui investissaient, moins de directeurs financiers de sociétés qui voulaient s'exposer à l'actif, etc. Mais le prix, il n'avait pas d'impact particulier sur nos profits. Donc il faut réussir dans cet écosystème finalement à construire des business qui sont décorrélés du prix, et qui sont corrélés plutôt à la limite, j'ai envie de dire, à l'adoption, à l'adoption de masse, qui sont corrélés à l'adoption par les sociétés, etc. Et c'est parce que si tu es directement exposé au prix, finalement, il n'y en a pas beaucoup de sociétés qui sont directement exposées au prix. Il y a les fonds, en fait. Mais c'est que tu n'es pas en train de construire un produit qui sert à l'écosystème, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est une vision
Vision intéressante. Et on a parlé de OTC, on a parlé du trading classique, et il y a quelque chose que vous avez fait il y a quelques temps qui était amusant, c'est une vente aux enchères à Paris de Bitcoin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se met en place? Parce que là, c'est encore une activité différente et ça avait fait grand bruit sur tout l'écosystème, surtout parce que le premier Bitcoin a été vendu plus cher qu'au prix, justement, juste Ouais. prix. Bah, effectivement, je te laisse imaginer ma tête quand j'ai vu que, enfin, après c'est revenu à un cours plus normal, mais quand j'ai vu que le premier était parti, je crois, à 4 fois le prix quatre fois le cours, je m'étais dit bon, c'était peut-être pas la meilleure idée de s'inscrire. Non, plus sérieusement, c'est vrai que alors, on a été mis au courant de cette vente aux enchères comme tout le monde, hein. Ça a été public, il y avait eu quelques articles, etc. Donc on s'est inscrit. Nous, d'un point de vue marché, déjà, c'était une expérience qui était un peu amusante et intéressante pour la première fois d'avoir quelque chose comme ça. On avait envie d'y participer, de voir comment c'était organisé, qui s'en occupait. Il y avait plusieurs acteurs de l'écosystème d'ailleurs qui avaient un petit peu participé à la mise en place de cette mise aux enchères. Donc, c'était important pour nous d'être là juste en tant qu'acteur français. Il y a une mise aux enchères à Paris. Il y avait toutes nos contreparties qui nous demandaient, mais alors, vous allez y être, vous allez y être. Donc, oui, on y allait avant tout pour voir. Et puis ensuite, tout simplement, encore une fois, si j'ai été clair et si tu m'as bien écouté, constamment, en fait, on a notre inventaire qui bouge. Donc, Ouais. parfois, on va avoir plus de Bitcoin qu'il n'en faut et parfois, on va en avoir moins qu'il n'en faut. Et donc, constamment, on va être agressif dans un sens ou dans l'autre. Lorsque j'en ai trop, je vais être très agressif à la vente et lorsque j'en ai pas assez, je vais être très agressif à l'achat. Et ben là, il y avait une vente de gré à gré, OTC, qui était la mise aux enchères, qui potentiellement allait se vendre au cours ou en dessous du cours, à laquelle j'allais avoir un accès direct et qui allait potentiellement m'aider à gérer certains de mes risques. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on était dans une position où on était acheteur. On a montré nos prix à la mise aux enchères, à dire voilà, on est intéressé à acheter à tel prix. Et donc du coup, ça a duré toute la journée, c'était amusant. Je dirais pas qu'on le ferait tous les jours, mais ça a servi le desk et ça a servi le marché également, encore une fois, puisque il y avait un prix quelque part, les marchés par ailleurs, enfin un prix OTC, les marchés par ailleurs, et on les a plus ou moins liés avec les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Ouais, c'est marrant, c'était une nouvelle manière d'échanger IRL, alors que Bitcoin avait été créé justement pour échanger sans tiers de confiance et de manière Clairement. sur le monde. Donc, c'était assez amusant d'avoir cette dichotomie. Il y a une autre chose qui, d'ailleurs, c'est sur votre site web, parce qu'on vous appelle aussi Liquidity Provider, du coup, à l'anglaise. Et ça fait Ouais. très référence et ça fait beaucoup écho dans la DeFi. Et justement, vous avez une page DeFi sur votre site parce que vous faites des podcasts pour présenter la DeFi. Ça change Uniswap, SushiSwap et tous ces DEX-là, beaucoup de choses pour vous. De quel œil tu regardes justement cette DeFi et cette manière nouvelle de fournir de la liquidité avec une constante, des algorithmes plutôt que des carnets d'ordre? En fait, nous, on a commencé à être impliqué dans le domaine de la DeFi avec le protocole Melonport. C'était en 2016-2017, qui était un protocole où tu pouvais créer des fonds on-chain, donc des fonds d'investissement on-chain. Et on s'était intéressé parce que l'idée de ce protocole et l'équipe qui était en train de le développer et même le produit qu'ils ont délivré, tout nous intéressait et on avait envie d'être impliqué là-dedans. C'est comme ça qu'on est qu'on a mis un pied entre guillemets dans la DeFi. Et c'est marrant parce que ça, c'était 2016-2017. Je crois que l'ICO de Melonport, ça devait être en 2016. Et il y a eu un espèce de no man's land pendant 2 ans où il n'y a plus personne qui en parlait. Il y avait des DEX qui étaient inutilisables, mais qui étaient quand même le fruit de travail de superbes équipes, mais c'était pas utilisable. Et puis là, c'est un peu sorti de nulle part. Il y a Uniswap qui a un peu révolutionné le truc avec quelque chose qui a plu à l'écosystème, qui a commencé à absorber du volume. Et ils ont même fait une journée où il y avait plus de volume sur les DEX que sur les plus grosses plateformes centralisées. C'était totalement fou pour un acteur comme nous de voir ça. Et d'un autre côté, tu es obligé de te poser et de te dire, OK, comment on fait est-ce qu'on a notre place là-dedans? Est-ce qu'on peut y participer? À quoi on peut servir finalement? Et essayer de comprendre comment c'était construit. Et c'est là que tu vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les DEX. Les AMA, Automated, comment on dit? Market Automated maker.
Voilà. Aujourd'hui, ils sont assez AMM, pardon, Automated Market Maker, j'ai dit AMM, Automated Market Maker. Aujourd'hui, ils sont assez naïfs dans la manière dans les algos qui ont été développés. En fait, ils proposent aux gens de mettre à disposition leurs inventaires, ils les mettent à disposition pour la liquidité en fonction du marché et ils redistribuent à la personne qui a mis à disposition son inventaire avec des impermanent loss qui ne sont pas gérés. Donc en fait, ils font la moitié du job, c'est-à-dire qu'ils utilisent bien un inventaire pour qu'il y ait de la profondeur de marché. Ça, c'est bien le métier d'un market maker. Par contre, là, on a la gestion de l'inventaire derrière, le risk management, entre guillemets, il n'est pas fait. C'est normal, c'est compliqué à gérer. Et je pense que là-dessus, il y a des choses à faire. C'est pour ça que récemment, c'est pour ça qu'on regarde tout type de protocole qui se développe dans ce secteur, que potentiellement on est investisseur dans certains, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il y a de belles choses à faire, qui est de sophistiquer un petit peu aujourd'hui la manière dont la liquidité est proposée sur ces DEX. Pardon. Oui, parce que toi, tu disais tout à l'heure, effectivement, tu es arrivé du milieu de la finance traditionnelle, TradFi, CeFi, comme l'appellent les gens qui sont Ouais. justement dans la DeFi. Qu'est-ce qui t'avait plu, toi, au moment où tu as basculé dans la crypto? Est-ce que, justement, à terme, c'était peut-être de réinventer la manière dont on fait du market making avec des solutions de la DeFi ou pas plus que ça? Pour être hyper honnête, la manière dont je suis tombé dedans, si je suis transparent, je faisais du trading en banque, ça me plaisait, j'aimais plus du tout l'ambiance, l'atmosphère. Je trouvais que les classes d'actifs sur lesquelles on était impliqué, j'avais pas de relation particulière, enfin, ça me parlait pas plus que ça, d'aller traiter des obligations émises par tel État ou par telle entreprise, etc. Et donc, j'aimais le fond, mais j'aimais pas la forme, quoi. C'était frustrant, en fait, de lancer une carrière dans un métier qui pouvait potentiellement me passionner, mais où la matière qu'on me donnait me parlait pas plus que ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bitcoin. C'est en étant toujours alerte sur toutes les classes d'actifs qui existent, d'être tombé sur un truc où cette fois-ci ça me parlait. J'avais envie d'investir, j'avais envie. À aucun moment, quand je faisais de la tenue de marché en banque sur des obligations, je me disais ah j'aimerais bien être investisseur dans ce truc et tout. Jamais. Et donc là, pour une fois, il y avait une classe d'actifs dans laquelle je comprenais pas tout, mais j'avais envie d'essayer. Donc et puis c'est un jour où je me suis dit en fait au lieu juste d'investir dans mon coin pour rigoler avec des potes, etc. Pourquoi je ferais pas ce que je fais en banque, mais à l'échelle de cet écosystème qui est encore un marché où il y a tout à faire, où clairement il n'y avait pas du tout de market maker professionnel, il y avait du coup aucun moyen pour des sociétés de rentrer dans ce marché, il y avait des retail, des particuliers qui traitaient sur des carnets d'ordre qui ressemblaient à rien, et donc je me disais en fait il faut faire ce qu'on fait, c'est le moment, c'est maintenant, il faut y aller, il y a vraiment il y a un besoin à avoir des profondeurs de marché plus dignes de ce nom. La liquidité, c'était le premier truc qu'on sortait quand on n'aimait pas les cryptos. On disait, ah, mais c'est pas liquide. Ah, mais aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Mais C'est pourquoi? Parce vrai. qu'il y a un super travail qui a été fait. Et moi, je me souviens, en 2016, c'est pas si vieux, quand je parlais aux family office, aux banquiers privés, donc vraiment ceux qui sont durs à convaincre, quoi, ceux qui sont la première chose qu'ils disaient, quand bien même ils étaient peut-être intéressés par le truc, ils disaient non, mais c'est un actif, il répond pas aux besoins que les acteurs comme nous ont, c'est pas assez profond, les spreads sont trop larges, les plateformes sont pas régulées. Tout ce genre d'excuses, aujourd'hui, ils n'ont plus aucune excuse, que ce soit sur la liquidité, sur d'autres verticales sur lesquelles je suis pas impliqué, mais au moins sur la brique liquidité, je pense qu'on a apporté notre pierre à l'édifice. D'ailleurs, il y a quelques mois, en mars 2020, au crack Covid, il y avait eu un souci avec BitMEX, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu une liquidation à la baisse et l'algorithme qui s'était entraîné tout seul à la baisse et qui avait fait plonger le prix du spot. Est-ce que c'est des choses qui arrivent quand on gère peut-être mal l'algo ou ça n'a rien à voir? Non, mais en fait, ce qui se passe, et si tu regardes tous les je dis crash, je sais pas si c'est des crashs, mais tous les pics de vol et surtout les grosses chutes, il y a quelque chose qui se passe sur les cryptos et qui se passe moins sur d'autres classes d'actifs pour deux raisons. C'est un espèce d'effet domino sur les personnes qui ont des positions à levier. En fait, les traders crypto adorent avoir des positions leveragées. Tout le monde adore être exposé à 10 fois ce qu'il a dans les poches. Et donc, quand ça baisse un peu, il y a un espèce d'effet domino qui liquide chacune des positions leveragées et qui entraîne des chutes, enfin des chutes qui ont une amplitude qui est bien plus forte que la réelle liquidité qui a été exécutée.
Et donc d'ailleurs, c'est des baisses qui sont parfois presque un peu artificielles, dans le sens où avec un tout petit volume, on a réussi à dropper un marché qui pèse des milliards, juste à cause de cette espèce d'effet domino sur des positions leveragées, donc des shorts leveragés, où tout le monde se fait liquider en échec. Ça, c'est ce qui se passe. En fait, ça s'est passé. Le dernier pic, c'était ça. Historiquement, c'était BitMEX. Maintenant, c'est plus BitMEX parce que ils sont plus trop présents. Enfin, Ouais. mais maintenant, si tu vas sur Binance, FTX, c'est assez alarmant quand tu vois les pics de vol et les grosses chutes, de voir la quantité de liquidation qu'il y a en dollars à chaque niveau, à chaque différent niveau. Et ça n'arrive pas sur d'autres classes d'actifs parce que passer des certains pics de vol, les marchés ferment. Donc en fait, sur une classe d'actifs plus classique, passer le deuxième niveau de l'effet domino, entre guillemets, le marché aurait frisé en fait. Et il aurait réouvert 2 heures plus tard. Sur les cryptos, il ne ferme pas le marché. Donc du coup, ça descend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, tout simplement. Et donc ça, c'est là qu'on n'aura pas le temps, mais c'est vrai que c'est pour ça que certains diront il faut réguler ce marché, il faut que la partie trading soit plus régulée, etc. Puis il y en a d'autres qui diraient que c'est pas l'essence de cet écosystème. Moi, je j'ai pas envie d'avoir d'avis dans le sens où moi, mon métier, c'est la pure liquidité et m'adapter aux infrastructures qu'on nous donne et aider à les améliorer. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec un marché plus régulé, il y aurait moins cet effet domino sur les effets de levier, enfin, dû aux effets de levier. Ok. Et dernière question pour toi, Charlie. Tu nous parlais tout à l'heure de certains investissements dans les DEX. Je ne sais pas si tu nous en diras plus tout de suite, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des protocoles ou des entreprises sur lesquelles pardon, vous êtes un peu attentif chez Wharton et sur lesquelles vous avez investi? Il y aura d'autres investissements du coup sur les protocoles dont je parlais, les protocoles DeFi qui seront rendus publics dans les semaines qui viennent. Mais il y en a un qui est déjà public, qui est un investissement dans Tesseract, qui est une société qui propose une solution de pré-emprunt pour les acteurs institutionnels. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas du tout, encore une fois, il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, avec l'émergence des market makers professionnels, des fonds d'investissement qui s'intéressent aux cryptos, des acteurs plus institutionnels qui s'intéressent aux cryptos, avoir des solutions qui leur permettent de financer leur stratégie sur ce marché, c'est quelque chose qui va être, qui est clé pour le développement de l'écosystème. Donc, on a investi dans cette équipe, qui est une équipe basée en Finlande, et qui permet d'optimiser son coût de funding, son coût de financement lorsqu'on déploie des stratégies de trading sur le marché crypto. Et on a co-investi avec pas mal d'acteurs de l'écosystème, dont Coinbase. Donc je trouve que c'est un beau message aussi pour l'écosystème français d'avoir une boîte française qui co-investit avec différents investisseurs de la place. Il y avait Blackfin Capital Partner qui est un fonds français, mais également du coup Coinbase Ventures et d'autres fonds anglais et enfin anglo-saxons. Donc voilà, moi je trouve ça, je suis content qu'on ait investi là-dedans. C'est un beau message, je pense, pour l'écosystème, et ça montre que en France aussi, on est impliqué dans les différents projets qui structurent l'écosystème. Super. Merci beaucoup, Charlie, pour toutes ces explications. Tu t'en assurais tout au long de l'épisode. Je te le confirme, ça a été très clair. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous en comprenez désormais davantage sur l'écosystème et sur les market makers qui sont donc une pierre angulaire de l'écosystème des crypto-monnaies qui fournissent les liquidités aux plateformes de trading. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer des intervenants ou des sujets que vous aimeriez entendre sur ce format, sur ces podcasts. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.